Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Rodney Alcala, qui est un tueur en série qui est également connu sous le surnom du Dating Game Killer ou encore comme le nouveau Ted Bundy. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. Rodney Alcala a commis son premier crime en 1968 à Los Angeles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un motard qui a aperçu Alcala en train d'attirer la petite Tali Shapiro qui avait 8 ans dans sa voiture. Donc quand il a vu ça, il a décidé de suivre la voiture jusqu'au domicile d'Alcala et d'appeler la police. Et quand la police est arrivée sur les lieux, malheureusement, Alcala avait eu le temps de s'enfuir, mais on a retrouvé la petite fille à l'intérieur qui était heureusement vivante, mais qui avait été violée et battue très violemment à coups de barre de fer. Alcala entre alors directement dans la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI et s'enfuit de Californie pour se rendre à New York où il s'inscrit dans une école de cinéma sous le nom de John Berger. Et l'été, sur ses mois libres, il obtient un job en tant que conseiller dans un camp d'été pour enfants dans le New Hampshire, cette fois sous le pseudo de John Burger. Et le temps passe un petit peu, mais en 1971, il y a deux personnes qui font partie de ce camp d'été qui vont le reconnaître sur les avis de recherche du FBI et qui le dénoncent aux autorités. Alcala est alors extradé vers la Californie où il passe en jugement pour le viol de la petite fille. Mais en fait, la petite Tali Shapiro et ses parents avaient décidé de partir vivre au Mexique après tout ça. Et je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas pu ou pas voulu, mais en tout cas, ils ne se sont pas présentés pour témoigner lors de ce procès. Et donc, Alcala a décidé de plaider coupable en échange d'avoir des charges amoindries. Il est donc relâché au bout de 34 mois, c'est-à-dire même pas 3 ans d'emprisonnement, en 1974. À peine 2 mois après sa libération, il est à nouveau arrêté pour avoir tenté de kidnapper une petite fille qui avait 13 ans, qui était dénommée Julie, et avoir essayé de la forcer à fumer de la marijuana, et il repart pour 2 années d'emprisonnement. En 1977, il est libre et malgré son casier judiciaire, il se fait engager par le journal le Los Angeles Times comme typographe en pleine période de leur couverture des meurtres du Hillside Strangler, qui est un tueur en série qui a sévi à Los Angeles à la fin des années 70, surnommé donc l'étrangleur des collines, qui s'appelait Kenneth Bianchi. Et puis aussi en parallèle de ce job-là, il va se faire passer pour un photographe de mode professionnel et il arrive à convaincre beaucoup de femmes de les prendre en photo. Et c'est à cette période-là qu'il va constituer un énorme portfolio de photos de femmes qui comprend notamment les portraits de Cornelia Crillet, qui est une hôtesse de l'air qui avait 23 ans en 1971 quand elle a été assassinée. En fait, elle a été étranglée et on n'a jamais su qui l'avait tuée, mais comme on a retrouvé ces photos dans ce portfolio-là, on pense qu'il y a de très fortes chances que ce soit Alcala le tueur, même si on n'a pas d'autres preuves. Il va commettre au moins 3 meurtres l'année 1977, d'abord celui d'Helen Hoover de 23 ans et celui de Jill Barcombe de 18 ans qui étaient toutes les deux originaires de New York, et puis celui de Georgia Wickstead qui avait 27 ans, qui était une infirmière qui vivait à Malibu. Toutes les victimes d'Alcala sont étranglées d'une manière absolument vicieuse, puisqu'en fait ce qu'il faisait c'est qu'il les étouffait jusqu'au moment où elles s'approchaient vraiment de la mort, puis il relâchait son étreinte de manière à les maintenir en vie et à pouvoir recommencer encore et encore le plus longtemps possible. Et ça apparemment c'était vraiment son mode opératoire on peut dire, et c'est vraiment je pense le signe que c'était un tueur extrêmement sadique. En 1978, et malgré son passé très trouble, Alcala participe à l'émission The Dating Game sur la chaîne ABC, qui est une sorte de version américaine de notre émission Tournée Manège. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une émission en fait au cours de laquelle il y a des sortes de blind dates entre les participants, c'est-à-dire que ils ne se voient pas mais ils se posent des questions et en fait le but c'est d'essayer de former des couples. Le présentateur le décrit alors comme un photographe à succès. Lorsqu'il ne travaille pas, vous pouvez le trouver en train de faire du saut en parachute ou de la moto. Here they are.
luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. Et là, croyez-le ou non, mais Alcala a carrément gagné l'émission, c'est-à-dire qu'il a gagné un rendez-vous avec la candidate féminine qui s'appelait Cheryl Bradshaw. Et donc voilà, c'est ça le principe de l'émission. Quand finalement on est choisi parmi plusieurs anonymes, on gagne de pouvoir aller à un rendez-vous avec la candidate. And see how they sound. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Bachelor number one. I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me. Later, Bachelor one. Later. Who gets the date? Well, I like bananas, so I'll take one. Number one. Bachelor number one. All right. Well, there they go. However, you did leave one remaining, and this is your date, and I want to tell you something about him, Cheryl. He's a skydiver, so he's got a lot of nerve. He's into motorcycling. He's also a fine photographer. Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on and say hello. Congratulations, Rod. You did it with the one answer. Well, as far as I can see, Cheryl and Rodney, it looks like the two of you may be involved in some sort of racket. So we're going to have you taped to the court. Oh, first, you'll receive tennis lessons from expert Naomi Besa. Et en fait, Cheryl Bradshaw, après l'émission, elle a complètement refusé d'aller au rendez-vous avec Alcala parce qu'elle a eu comme une sorte de pressentiment. Elle a dit qu'elle le trouvait vraiment trop louche et qu'elle voulait pas aller au rendez-vous avec lui. Et d'ailleurs en 2010, elle fut interviewée par la CNN et elle s'est un petit peu rappelée de lui en disant qu'il était silencieux, mais en même temps il interrompait les gens et s'imposait quand il en avait envie. Il est devenu très désagréable et impoli, comme s'il essayait de m'intimider. Je me suis énervée parce que je n'appréciais pas ce type. Et puis à propos de tout ça, il y a un profiler qui s'appelle Pat Brown qui a émis une hypothèse comme quoi peut-être que ce rejet-là à la suite de l'émission l'aurait encore plus énervé et aurait un petit peu causé les crimes qui vont se passer après. L'année suivante, donc en 1979, Alcala tue Charlotte Lamb de 32 ans et Jill Parento de 21 ans, toutes les deux originaires de Los Angeles. En février 1979, il enlève une jeune fille qui avait 15 ans et qui était en train de faire de l'autostop et la viole, mais par chance, elle arrive à s'enfuir et à prévenir la police. Et Alcala est tout de suite identifié par la jeune fille qui dit qu'elle le reconnaît, qu'elle est sûre que c'est lui. Il est interrogé par la police et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'imagine faute de preuves assez tangibles, il est relâché. Le 20 juin 1979, Alcala s'en prend à la petite Robin Samso qui avait 12 ans, qui disparaît en fait sur le chemin entre la plage de Huntington et son cours de danse. Et son corps ne sera malheureusement retrouvé que 12 jours plus tard dans les contreforts de Los Angeles, dans un état de décomposition qui était trop avancé pour qu'on arrive à déterminer les causes de sa mort. Et quelques jours plus tard, Rodney Alcala, qui était quand même beaucoup suspecté par plusieurs inspecteurs, déjà à cause de son passé et puis aussi parce qu'il correspondait plutôt bien à des descriptions qui avaient été faites par des témoins qui avaient vu un homme s'approcher de la petite Robin juste avant sa disparition. Donc Rodney Alcala se fait arrêter au domicile de ses parents à Monterey Park. La police va alors obtenir un mandat pour aller fouiller un casier qui appartient à Alcala qui se trouve à Seattle. Et dans ce casier, ils vont retrouver d'abord des boucles d'oreilles qui appartenaient à la petite Robin Samso et puis aussi toutes les photos dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc un énorme dossier de photos sur lequel on voit plein de portraits de femmes et certaines des photos sont assez compromettantes parce que c'est des femmes nues qui sont dans des poses assez sexy voire érotiques. Et apparemment, il y a aussi un certain nombre de photos qui représentent des femmes
potentiellement après leur mort, donc de ces victimes. On dit qu'il y en aurait au moins 2, mais selon certaines autres sources, il y avait même certainement plus de photos que ça, puisque on le voyait en fait poser et il se prenait en photo avec ses victimes dans des positions sexuelles. Du coup, sur tous ces portraits de femmes, on sait pas trop exactement quoi penser et la police commence à se dire bon, il doit vraiment y avoir d'autres victimes que la petite Robin Samso, donc il faut qu'on essaye de les retrouver. Et ils vont décider de rendre public à peu près une centaine de photos sur toutes celles qu'ils ont retrouvées en passant un appel à témoins en demandant aux femmes si jamais elles se reconnaissent elles-mêmes sur les photos ou bien aussi aux familles de personnes disparues si jamais elles voient leurs proches de contacter la police. Et du coup, il y a un petit peu les deux cas de figure qui se sont présentés puisqu'il y a certaines femmes qui se sont reconnues sur les photos et qui se sont présentées à la police en disant que justement oui, elles avaient accepté de faire des séances photos avec ce mec qui disait être un photographe professionnel et qui se sont rendues compte qu'elles étaient vraiment passées à ça d'un drame. C'est le cas par exemple de Liane Lidam qui est une auteure et psychologue qui s'est reconnue sur les photos et qui heureusement à qui il n'est rien arrivé. Mais il y a aussi des familles de femmes disparues qui ont reconnu leurs proches dans les photos et qui du coup ne peuvent que se douter que peut-être elles ont été assassinées par Alcala, même si on n'a pas forcément de preuves supplémentaires. En 1980, Alcala est jugé, il est reconnu coupable et condamné à la peine de mort pour le meurtre de la petite Robin Samso. Mais le verdict va être annulé en appel parce que le juge avait autorisé le jury à connaître des choses dans des antécédents de Alcala, notamment l'affaire Shapiro et plusieurs histoires d'enlèvement. Et ça a été considéré comme quoi il avait un peu influencé la décision du jury, donc tout a été annulé. En 1986 se tient donc le second procès de Alcala, au cours duquel il est à nouveau reconnu coupable du meurtre de Robin Samso, à nouveau condamné à mort, et c'est encore une fois porté en appel par Alcala et sa défense, et le procès est à nouveau annulé. Et tout ça nous porte jusqu'en 2003, alors que tout le monde se préparait pour le troisième procès d'Alcala. Et finalement, les enquêteurs vont vraiment bénéficier à la fois des progrès de la science et puis aussi d'une nouvelle loi qui va leur permettre, sans l'accord de Rodney Alcala, qui s'y opposait jusque-là, de tester son ADN. Or tout ça va permettre de déterminer que l'ADN d'Alcala correspond bien au sperme qui a été retrouvé sur 2 scènes de crime à Los Angeles et que l'ADN qui était sur une des boucles d'oreilles dans le casier à Seattle correspond bien à celui d'une des victimes. L'année suivante, en 2004, on a encore d'autres preuves matérielles dans ce genre-là qui vont s'ajouter et qui vont permettre d'encore rajouter et de faire le lien entre Alcala et une autre histoire de cold case. En 2009 s'ouvre donc le nouveau procès pour Alcala qui cette fois se tient pour 5 meurtres. Il y a celui de la petite Robin Samso, auquel s'ajoute désormais celui de Jill Barcombe qui avait 18 ans et qui fut tuée le 10 novembre 1977. Ce meurtre-là, il avait à la base été attribué au Hillside Strangler dont je vous ai parlé. C'est une femme qui a été retrouvée nue dans une ruelle à Los Angeles, qui a été battue, violée et étranglée et qui avait des empreintes de morsures sur la poitrine. Ensuite, on a également le cas de Georgia Wickstead, qui avait 27 ans et qui fut tuée le 6 décembre 1977, qui a été retrouvée nue, violée, battue et tuée à coups de marteau dans son appartement à Malibu. Le cas de Charlotte Lamb, qui avait 31 ans et qui a été tuée le 24 juin 1978, qui a été retrouvée nue, violée et étranglée avec un lacet dans son appartement à El Segundo. Et le meurtre de Jill Parento, de 21 ans, tuée le 14 juin 1979 et retrouvée nue à son appartement à Burbank. Alcala a tenu à se défendre tout seul lors de son procès et selon les témoignages, il s'est exprimé tout le long avec un ton hyper monotone. Il n'a pas du tout donné l'impression d'avoir les moindres émotions, les moindres remords sur quoi que ce soit.
Il s'en est vraiment tenu à sa version des faits comme quoi il était à Knotberry's Farm pour prendre des photos au moment de l'enlèvement de la petite Robin Samso. Donc ça c'était son alibi, mais par contre pour les 4 autres affaires, il avait absolument aucune défense et il a même pas cherché à se justifier ou quoi que ce soit. Et puis à la fin de toute sa plaidoirie, il a tenu à passer une musique qui s'appelle Alice Restaurant. Et je pense que c'est une musique assez connue aux États-Unis qui semble avoir un lien avec Thanksgiving. Je crois que les gens écoutent ça à peu près à ce moment-là. Mais c'est une musique qui est vraiment très spéciale parce qu'en fait, si vous écoutez les paroles, à un certain moment, il y a donc le protagoniste qui parle dans la chanson, qui s'adresse à son psychiatre et qui en gros lui avoue qu'il a envie de tuer. Donc les paroles, par moments, ça dit je veux tuer, je veux voir du sang et du gore et des tripes et des veines dans mes dents. Donc extrêmement bizarre d'avoir décidé de passer ça lors de son procès. Finalement, Alcala est condamné à mort pour la 3e fois, du coup, le 9 mars 2010. Et cette fois, cette décision est totalement définitive. Il n'a pas de possibilité de faire appel, donc au moins on est sûr que ça va pas repartir encore en longue procédure. Donc comme je vous l'ai dit, il a été reconnu coupable de 5 meurtres, mais en fait la police pense qu'il peut être vraiment impliqué dans beaucoup plus d'histoires que ça. C'est le cas par exemple de l'affaire Pamela Jean Lamson qui avait 19 ans et qui était originaire de San Francisco, qui fait partie des femmes qui ont peut-être été victimes d'Alcala puisqu'elle a disparu en 1977. Et juste avant cette disparition, elle a dit à ses amis qu'elle avait un rendez-vous avec un photographe. Et selon plusieurs témoignages, ça correspondrait très possiblement à Alcala, mais on n'a pas plus de preuves que ça. Donc on essaye de faire des liens, la police essaye de faire des liens, mais jusqu'à présent elle n'a pas réussi à trouver de preuves matérielles et concrètes qui puissent déterminer que c'est bien lui qui l'a tué. De même, la police à Seattle, elle est convaincue que lui il est en lien avec 2 histoires de disparition d'adolescentes qui se sont produites en 1977 et en 1978. Mais là encore, faute de preuves, on ne peut pas vraiment réussir à établir ça pour de bon. Idem également pour le cas de Helen Hoover qui avait 24 ans et dont le corps a été retrouvé dans un endroit en fait à peine une centaine de mètres où on sait que Alcala est venu prendre en photo une femme. Donc on sait qu'il était très probablement dans cette zone géographique à peu près au moment de sa disparition. Du coup, il y a certaines estimations qui sont faites du nombre de victimes d'Alcala qui vont d'une dizaine de personnes à 130 selon les avis des experts. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre de 130, j'imagine que ça a peut-être un rapport avec les photos qui ont été retrouvées, mais comme personne s'est vraiment exprimé là-dessus, je sais pas, je trouve que c'est un peu un chiffre qui est sorti de nulle part, que je trouve personnellement un petit peu exagéré. Par contre, ce qui est quasiment certain, c'est qu'il a fait bien plus de victimes que les 5 pour lesquelles il a été reconnu coupable. Ce qui est vraiment fou dans cette histoire, c'est le fait qu'on a vraiment le sentiment que Alcala s'est fait pincer quand même plusieurs fois pour des histoires assez graves de viol et d'enlèvement. Il a été dénoncé plusieurs fois par des victimes qui ont pu le reconnaître. Il a été vu plusieurs fois par la police et on a l'impression qu'il a toujours un petit peu réussi à s'esquiver de manière assez miraculeuse. Et cette capacité-là, elle a un petit peu été attribuée à son QI qui est censé être vraiment anormalement élevé. Lui-même, il s'autoproclame ayant un QI de 160. C'est vraiment un chiffre absolument énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 162 QI, c'est quelque chose de totalement gigantesque. D'ailleurs, en fait, on peut avoir pas mal de doutes sur la véracité de ce chiffre-là. Il y a par exemple l'inspecteur Mack qui l'a déjà rencontré qui a dit « J'ai eu une conversation avec lui. Son QI est élevé certes, mais je ne pense pas qu'il soit aussi intelligent que ce qu'il pense être. Il a écrit un livre appelé You the Jury. Je l'ai lu, du moins j'ai essayé, et ça n'a absolument aucun sens. C'était juste de nombreuses divagations. Il n'est pas fou, il s'est uniquement laissé guider par une pure déviance sexuelle et le plaisir. » Bon, vous le savez bien, moi ce qui m'intéresse c'est aussi essayer de me plonger un petit peu dans avant les meurtres pour comprendre pourquoi est-ce qu'une personne en est arrivée là. Au niveau de l'histoire de Rodney Alcala, franchement, je vais être honnête, il y a très peu d'informations là-dessus. En tout cas, dans mes sources habituelles et là où j'ai l'habitude de creuser, j'ai quand même fait pas mal de recherches sur internet et j'ai pas trouvé grand chose. Donc je vais vous parler de quelques petits détails qu'on peut un peu noter dans son background, mais je pense pas que ce soit des choses suffisantes pour réellement expliquer pourquoi est-ce qu'il est devenu le tueur qu'on connaît.
Mais enfin, c'est quand même des choses, vous allez voir, vous avez un petit peu l'habitude quand je vous parle de tueurs en série, vous allez un petit peu repérer que c'est des petites choses quand même qui sont importantes, je pense, à souligner. À propos de son enfance, franchement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Tout ce qu'on peut relever, c'est que le père de Rodney Alcala a abandonné plus ou moins sa famille quand Rodney était assez petit. Donc évidemment on peut se dire que c'est quelque chose, un événement traumatisant, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans les histoires de tueurs en série. Il y a souvent des cas de pères qui ont abandonné leur famille. Mais en même temps, comme on n'a absolument aucune donnée sur comment est-ce que lui il a vécu ça, comment est-ce qu'il l'a ressenti, je pense qu'on peut pas non plus tout attribuer à cet événement-là. Parce que, mine de rien, comme je vous l'ai très souvent dit, il y a des tas de gens qui ont vécu des choses assez similaires dans leur enfance et qui sont pas devenus des assassins pour autant. Donc moi je sais pas, parce que j'ai pas trouvé quoi que ce soit sur comment lui il a perçu cet événement-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, bon, on remarque qu'il y a cet événement-là qui est quand même généralement un petit point commun à beaucoup d'histoires de tueurs, mais voilà, j'insiste vraiment sur le fait qu'on ne peut pas tout attribuer au fait que son père ait abandonné sa famille. Par contre, il y a autre chose qui est peut-être un petit peu plus intéressant à relever dans l'histoire de Rodney Alcala, en tout cas à mon sens, c'est en 1960, Alcala rentre dans l'armée et en 1964 il la quitte suite à un nervous breakdown, donc un craquage nerveux, un espèce de burn-out psychologique j'imagine, au cours duquel en fait il rencontre les psychiatres de l'armée qui vont un petit peu le virer de l'armée suite au diagnostic qu'ils vont faire. Et je sais même pas vraiment si c'est nécessaire que je vous dise quel a été le diagnostic qu'ils ont posé à ce moment-là, parce que je crois que si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos sur les tueurs en série, j'ai tellement l'impression de me répéter tout le temps, c'est un peu tout le temps le même type de diagnostic, donc j'imagine que vous l'avez déjà plus ou moins deviné. Je vous le laisse deviner un petit peu, mais je vous fais confiance, je pense que vous l'avez. À ce moment-là, donc, Rodney Alcala a été diagnostiqué comme ayant un trouble de la personnalité antisociale et un trouble de la personnalité narcissique, comme on le voit finalement dans presque tous les cas de tueurs en série dont je vous parle. En tout cas, les tueurs en série qui sont vraiment les plus sadiques, on va dire, puisque rappelez-vous, si jamais vous n'avez pas suffisamment suivi, en général quand on a un trouble de la personnalité antisociale associé au trouble de la personnalité narcissique, c'est pas très bon signe, parce que en psychologie c'est un petit peu les termes qu'on utilise pour parler de psychopathie. On parle jamais de psychopathie actuellement en psychologie parce que ça se dit pas, c'est plus un terme qui existe au niveau du DSM et tout ça, au niveau des critères diagnostiques. Mais en général, quand on a associé ces deux-là, disons que ça ressemble beaucoup au tableau de la psychopathie, même si je dis pas que si on vous diagnostique ça, vous êtes forcément un psychopathe, mais on va dire que ça s'en rapproche un petit peu par beaucoup... Ouais, par quand même pas mal de critères, et donc typiquement quand quelqu'un est diagnostiqué avec ces deux choses-là, il faut particulièrement y faire attention. Et puis pour en terminer avec les petites choses intéressantes sur le passé de Alcala, c'est vraiment du niveau de l'anecdote là, parce que je pense que ça n'a pas du tout d'incidence par rapport au crime qu'il va commettre après, mais je trouve que c'est assez intéressant, vous allez voir, parce que ça fait se croiser plusieurs histoires qu'on connaît. Après être parti de l'armée, du coup, il s'est inscrit dans une école de cinéma où l'un de ses professeurs était Roman Polanski. Roman Polanski, pour petit rappel, si jamais vous ne savez pas qui c'est un réalisateur de films qui a lui-même été au cœur de gros scandales à propos de la pédophilie. Mais c'est pas vraiment là où je voulais en venir, parce que en fait c'était aussi le mari de Sharon Tate, qui est l'une des victimes qui a été assassinée par la famille de Charles Manson. Donc c'est quand même une sacrée coïncidence qui, bon, effectivement, je pense, n'a absolument rien à voir avec les crimes d'Alcala, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de vous la souligner. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Rodney Alcala, il a gagné le surnom de nouveau Ted Bundy, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre ces deux affaires. Je pense
notamment déjà la période à laquelle ça s'est passé, le fait que, vous savez, c'est arrivé, il y a eu des crimes dans plein d'états différents aux États-Unis, le mode opératoire assez particulier, le fait qu'il est très vite rentré dans les 10 hommes les plus recherchés par le FBI, au niveau de la personnalité aussi, le fait que ce soit un homme assez charmeur, assez intelligent, le fait qu'il se soit lui aussi défendu lui-même pendant son procès, cette fameuse histoire de marque de dents sur la victime, et puis toutes ces péripéties d'avoir réussi à échapper plusieurs fois à la police, ça fait quand même beaucoup de choses qui font que, je sais pas vous, mais moi personnellement quand j'ai lu l'histoire de Rodney Alcala, je me suis dit c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui coïncident et qui font penser à Ted Bundy. Actuellement, Rodney Alcala est toujours en vie et il attend dans le couloir de la mort à la prison de Saint-Quentin. Je voulais en profiter pour dire quelques petits mots sur le couloir de la mort parce qu'on en a parlé dans les commentaires il y a quelques vidéos de ça. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que j'ai reçu des questions que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Le couloir de la mort, déjà, il faut savoir que c'est une section un petit peu spéciale dans les prisons aux États-Unis, puisque vraiment les détenus, du coup, ils sont maintenus dans des conditions un petit peu particulières. Ils sont beaucoup plus en isolement, ils ont des cellules qui sont totalement individuelles, et puis il y a vraiment une sécurité qui est quand même très renforcée par rapport au reste de la prison, pour éviter principalement les cas de suicide, les cas d'agression entre différents détenus ou aussi sur le personnel, et puis bien évidemment les tentatives d'évasion. Aux États-Unis, la durée moyenne d'attente dans un couloir de la mort est de 20 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Ça veut dire qu'entre une condamnation et l'exécution, il y a énormément de temps qui s'écoule. Je crois que le record est à 38 ou 39 ans d'attente dans le couloir de la mort. C'est vraiment extrêmement long. Et plusieurs personnes commençaient à me demander dans les commentaires pourquoi est-ce que cette attente est aussi longue. Je vais vous donner la raison officielle et ensuite je vais vous donner d'autres raisons qui sont vraiment, c'est selon moi, je pense que ça explique pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attentes. La raison officielle, c'est qu'il y a vraiment des très longues procédures, notamment d'appels qui sont mises en place après une condamnation, qui vont faire énormément retarder le moment de l'exécution. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit totalement dans le cas d'Alcala, qui quand même est condamné une première fois à mort en 1980. Et là, on est quand même en 2019 et ça a toujours pas eu lieu parce qu'il y a eu des procédures d'appel et reprocédures d'appel, etc. Et c'est extrêmement long. Et puis si jamais, en fait, il y a des nouvelles preuves qui sortent ou des choses comme ça, il y a des nouveaux procès qui peuvent se mettre en place. Donc ça fait que effectivement c'est très très long. Alors dans le cas d'Alcala, je suis pas certaine qu'il ait passé tout ce temps depuis 1980 dans le couloir de la mort, mais en tout cas, comme vous le voyez, c'est vraiment des périodes qui prennent énormément de temps au niveau judiciaire, parce que pour monter des dossiers pour des cas aussi graves, ça prend vraiment des années à chaque fois. Ensuite, je pense qu'il y a plusieurs autres raisons. Tout d'abord, celle assez triviale, on va dire, du coût d'une exécution qui est vraiment extrêmement élevé. Faut savoir qu'une exécution de prisonniers, de détenus, ça coûte beaucoup plus cher que de le maintenir en vie jusqu'à sa mort naturelle dans la prison. En fait, j'ai même pas d'idée en fait de combien ça coûte, mais c'est extrêmement cher. Donc évidemment, les États ne peuvent pas se permettre de faire passer des gens en exécution toutes les semaines, parce que c'est un coût qui est absolument énorme. Donc je pense que ça explique en grande partie pourquoi on en a vraiment pas beaucoup tous les ans. Ensuite, je pense aussi que, comme vous le savez très bien, aux États-Unis, la législation, elle est vraiment pas pareille selon les États. Donc vous avez des endroits où la peine de mort est légale et d'autres non. Et évidemment, la peine de mort, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup d'opposants, qui est vraiment un sujet à polémique. Et je pense que même les États où la peine de mort est encore autorisée mettent un petit peu ce genre de processus sur pause, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui s'opposent à tout ça, et c'est peut-être un petit peu plus facile en fait pour eux de faire traîner finalement, de laisser la peine de mort légale comme ça. J'imagine que ça contente et ça satisfait un certain nombre de personnes, et en même temps de ne pas exécuter trop de prisonniers pour là aussi contenter et satisfaire un certain nombre d'autres personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est un peu stratégiquement
une manière de faire pour essayer de contenter plus ou moins tout le monde. Et puis dernier point qui là encore n'est pas du tout officiel, mais je pense qu'il joue aussi son rôle sur le fait que on voit quand même pas beaucoup de condamnations à mort aux États-Unis, c'est parce que j'ai lu un article de ça il y a quelques années, mais je pense que du coup ça doit être encore plus le cas maintenant. Les États-Unis utilisent des produits chimiques qui leur sont vendus, enfin utilisaient des produits chimiques qui leur étaient fournis par des industries pharmaceutiques européennes pour les mises à mort, pour les exécutions, donc l'injection létale et le produit qu'ils utilisent dans leur espèce de chambre à gaz. Et en fait, ça commence à faire plusieurs années que les industries européennes font un véritable blocus, puisque chez nous, en fait, la peine de mort est plus trop acceptée, plus trop légale. Et en fait, ils refusent de fournir ces produits-là aux États-Unis. Et du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, les États-Unis, je sais pas exactement ce qu'ils font, si eux-mêmes essayent de fabriquer les substances ou s'ils les achètent à d'autres pays, mais en tout cas, il y a eu plusieurs histoires, plusieurs cas assez récents d'exécutions qui se sont hyper mal passés parce que du coup, les produits étaient pas correctement dosés, j'imagine. Et du coup, il y a eu plusieurs cas de détenus qui ont vraiment agonisé pendant de longues minutes, voire de longues heures. Et ça a fait vraiment des très très gros scandales parce que évidemment, même si on tolère plus ou moins les exécutions à mort, on tolère pas du tout le fait que ça se passe dans ces conditions-là. Donc je pense que ça a fait un énorme tollé et comme ils arrivent plus trop à se procurer les substances dont ils ont besoin pour exécuter les prisonniers, je pense que là encore ça ralentit un petit peu le procédé. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais pas exactement combien de temps elle a duré, mais je pense qu'elle a été assez longue. En tout cas, moi j'ai parlé longtemps à la caméra, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que je commence à avoir la gorge qui s'assèche et donc j'arrive juste plus à articuler. J'espère que j'ai réussi à être claire dans tout ce que je disais, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire. Je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.